ta webcam et à te présenter, même si à peu près tout le monde te connaît. Oui, ben je pense pas en fait, mais c'est correct. Merci beaucoup Eric pour ce bon coup de main. Alors bonjour tout le monde, je vais allumer ma webcam pour celles que ça fait longtemps qu'ils m'ont pas vu, puis celles qui ne me connaissent pas. Alors allô tout le monde, merci d'être là cet après-midi. On va essayer que ce soit intéressant et motivant pour vous autres. Alors je l'éteins sans plus tarder puisque j'aime pas ça. Alors, merci beaucoup d'être présent cet après-midi. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Alors, on va passer essentiellement la prochaine heure à discuter de la pensée additive, mais plus par le biais de l'évaluation formative. Alors, on va d'abord se pratiquer à utiliser nos petits icônes. Alors, pourriez-vous, à l'aide du petit crochet vert à côté de votre nom, me dire si vous avez déjà entendu parler de l'APME, alors l'apprentissage professionnel en mathématiques à l'élémentaire. Alors, si vous avez déjà entendu parler de l'APME, mettez un petit crochet vert à côté de votre nom, s'il vous plaît. OK, excellent. Alors, moi, ça me donne une idée. Non. Ça me donne une idée un petit peu parce que c'était un dossier que René Michaud avait dans le passé. Alors, vos noms me disent pas nécessairement quelque chose si vous revenez. Alors, étant donné qu'on est peu nombreuses, je vais sauter cette partie-là parce que je sais bien quel niveau que vous enseignez. Ça a été bien identifié sur votre feuille de présence. Alors, ce qu'on va faire pour aujourd'hui, vraiment, on s'adresse à un public de maternelle à 3. Alors, j'ai Amélie qui est en maternelle et puis mes deux autres enseignantes, à moins que je me trompe, vous êtes en 2e année. Alors, on va vraiment se concentrer sur la pensée additive, mais qu'est-ce qu'on peut faire de la maternelle à la 3e année pour aider les élèves à développer davantage leur pensée additive et toujours en restant dans un esprit d'évaluation formative. Alors, je suis toujours en train d'aller vérifier ce que les élèves sont capables de faire, ce qu'ils connaissent au sujet de la pensée additive. Donc, on va aller voir ce que c'est. On va aller voir pourquoi c'est important et c'est quoi les grandes idées et quelques exemples bien sûr tout au long. Donc, essentiellement pour nous aujourd'hui, on va retenir de la pensée additive que qu'est-ce que c'est que c'est de manipuler des nombres. Alors, c'est vraiment d'être capable de travailler avec des concepts, avec des nombres de façon flexible. C'est vraiment d'aller au-delà de la mémorisation des faits arithmétiques de base. Et puis, c'est d'être capable de communiquer aussi qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, pour aujourd'hui, on va s'arrêter à cette grande idée-là. Alors, c'est la première, il y en a 3. Alors, on va s'arrêter à la grande idée d'être sûr du compte. Et pour les enseignants de maternelle à 3e année, c'est super important cette étape-là. On va la voir en détail. Alors, une fois que les élèves sont sûrs du compte, ils peuvent manipuler les nombres de façon flexible et ainsi faciliter la résolution de problèmes en utilisant diverses stratégies. Et le but, c'est pas nécessairement de comprendre toutes ces stratégies-là pour tout de suite, mais c'est vraiment pour vous dire que nous, notre première étape, parce qu'on travaille maternelle à 3, on va vraiment aller s'assurer que nos élèves sont sûrs du compte. Alors, on va aller voir ce que c'est, puis comment est-ce qu'on fait pour arriver là. Il y a aussi 2 autres grandes idées qu'on n'aura pas le temps de toucher aujourd'hui. Alors, c'est pour la pensée additive, c'est de comprendre que l'addition, c'est pas seulement l'action d'ajouter. Alors, l'addition, elle est très reliée à la soustraction. Ce sont des opérations correspondantes, mais on ne travaillera pas ça aujourd'hui. Et puis aussi, que lorsqu'on travaille dans une addition, il y a toujours un élément inconnu. Alors, mais on ne travaillera pas celui-là aujourd'hui. Donc, Alberta Education, simplement pour clarifier, ne nous dicte pas les stratégies enseignées en salle de classe. Par contre, quand on regarde le programme d'études, on peut voir qu'il y a certaines stratégies qui sont présentes. Alors, faire des 10, utiliser les doubles, connaître ses faits, alors ces fameuses tables d'addition et de soustraction, l'algorithme traditionnel ou standard, etc. Alors, ce qui n'est pas une stratégie de pensée additive, mais qui est très présente dans nos programmes d'études et qu'on va parler, c'est le fameux compter. Alors, compter à partir d'un nombre, compter à rebours, etc. Alors, c'est pas une stratégie de pensée additive, mais c'est par là que nos élèves commencent, surtout nos petits. Alors, on va en parler aujourd'hui. OK. Donc,
il y a des stratégies qui sont présentes dans le programme d'études de l'Alberta, mais maintenant, il nous reste la fameuse question, c'est-à-dire combien de stratégies pensez-vous que les élèves doivent connaître? Alors, utilisez la boîte de conversation, s'il vous plaît, puis écrivez-moi combien de stratégies vous croyez que les élèves doivent connaître de la maternelle à la 3e année. Je vois qu'Amélie est en train d'écrire plusieurs, OK. Alors peut-être Corinne et puis Julie aussi. Ou vous pouvez prendre le micro si vous préférez. Vous avez travaillé fort pour qu'il fonctionne. Au moins 3, OK. Et puis plusieurs. Excellent. 4 à 5. Ça serait intéressant de savoir, selon vous, pourquoi c'est non, comment arrivez-vous à quantifier? Je serais curieuse de savoir, Julie ou Amélie ou Corinne, est-ce qu'il y en a une de vous qui voudrait prendre le micro puis nous dire comment est-ce que vous en êtes arrivé à quantifier ça? Ou Amélie, tu peux l'écrire. Je vois que vous avez choisi d'écrire, c'est bien. On va attendre ça, puis on va aller voir notre réponse après. Est-ce que Marie-Josée, tu m'entends? Absolument. OK. Alors, c'est Julie. Moi, je trouve que quand on est en addition, être capable de faire le groupe de 10, c'est très efficace. Les DOM, c'est très, très efficace aussi. Et souvent, les enfants, je sais qu'on n'en parle pas vraiment de la soustraction, mais quand on est en soustraction, c'est plus difficile. Mais quand ils sont capables de la transformer en addition, c'est aidant. C'est pour ça que j'arrivais à au moins 3. OK, c'est tout à fait raisonnable comme explication, exactement. Alors, non, pas nécessairement non plus. Amélie, c'est tout à fait rapport. Alors, subitiser, compter, nommer, on va parler de tout ça tout à l'heure. Alors, tu n'es pas hors sujet du tout. Alors, merci beaucoup de ce partage-là. Effectivement, ce qu'Alberta, pardon, j'arrive là. Ce qu'Alberta Education nous dit, c'est qu'il ne quantifie pas nécessairement, mais qu'ils doivent en explorer plusieurs stratégies, dont l'algorithme traditionnel. Alors, c'est pas la seule, mais ils doivent l'explorer. Mais ils doivent être capables d'utiliser des stratégies qu'ils comprennent. Alors, là où on atteint notre maximum de stratégies, c'est lorsqu'on est rendu à enseigner des stratégies pour les enseigner, puis les élèves ne les comprennent pas et les utilisent pas non plus. Merci Corinne d'avoir ajouté ça, c'est excellent. Donc, leurs stratégies peuvent évoluer. Alors, un élève peut utiliser une stratégie en première année et puis ensuite il la délaisse lorsque les nombres grossissent, etc. Alors, nous, ce qu'on aime dire avec l'APME, c'est qu'on aime dire qu'on veut vraiment s'assurer de 3 choses lorsque nos élèves utilisent des stratégies. C'est d'abord, est-ce que la stratégie est efficiente? Donc, est-ce que ça me permet d'obtenir une réponse dans un délai raisonnable? Ensuite, est-ce qu'elle est efficace? Je vais répondre à la question, Corinne, dans une seconde. Alors, est-ce que la stratégie est efficace dans le sens qu'elle me donne la bonne réponse chaque fois? Et puis, ensuite, est-ce que je suis capable de l'expliquer? Alors, on va accorder beaucoup de temps aussi à l'aspect de la communication aujourd'hui, vous allez voir. Alors, c'est très important pour les élèves qui puissent expliquer leur stratégie, sinon, elle est peut-être pas aussi pratique. Donc, l'idée que ce soit mélangeant, d'être exposé à plusieurs stratégies, je suis d'accord. Et puis, je pense que vous allez voir que qu'est-ce qu'on va faire avec notre évaluation rapide aujourd'hui, ça va vous aider à démêler tout ça un petit peu parce que avec l'évaluation rapide, on va aller voir quelle stratégie l'élève en utilise et de là, on va être capable de partir de la stratégie qu'il utilise et puis d'essayer de la rendre plus efficiente, efficace et qu'il soit capable de nous l'expliquer. Alors, Corinne, c'est ce que j'offre comme explication pour tout de suite. Et puis, si au cours de la présentation, tu vois que ça s'avère pas vrai, ma promesse, eh bien, tu m'arrêtes et puis tu m'en parles, d'accord? Parce que c'est un très bon point que tu soulèves parce que ça cause la confusion. Les enseignants pensent qu'ils doivent présenter toutes les stratégies et que les élèves doivent être tous capables de les faire. Alors, on va revenir sur ça. Donc, rappelez-vous de ces 3 mots-là. Stratégie doit être efficiente, efficace et explicable. Donc,
Pour notre première grande idée d'aujourd'hui, on va aller toujours rentrer dans l'exploration par l'évaluation. Ensuite, on va aller voir des bonnes pratiques pédagogiques et puis parler comment on peut communiquer avec les parents au sujet de la pensée additive. Donc, la première idée, la grande idée, c'est avoir une pensée flexible par rapport à l'addition. Donc, une fois que les élèves sont sûrs du compte, ils peuvent manipuler des nombres de manière flexible et ainsi résoudre des problèmes. On avait présenté ça tout à l'heure. Donc, comment je vais savoir si mes élèves sont sûrs du compte? Eh bien, je vais utiliser l'évaluation rapide. Alors, l'évaluation rapide, elle est disponible sur le site de l'APME, dont vous allez avoir les adresses tantôt et les références. Et puis, ce que ça fait, l'évaluation rapide, c'est que ça me permet d'aller voir rapidement ce que mes élèves savent et qu'est-ce que je peux faire ensuite. Alors, on va aller la décortiquer un petit peu. Donc, la partie d'en haut, c'est très facile, c'est que j'identifie d'abord est-ce que la réponse est correcte ou incorrecte. Et si la réponse est correcte, est-ce que c'était évident? Est-ce que j'ai dû faire une légère inférence ou j'ai fait une inférence majeure dans le sens que l'élève a oublié d'écrire la réponse, mais toute sa démarche est là et je le vois très bien qu'il l'a réussi? Ou est-ce que la réponse est incorrecte? Donc, une réponse incorrecte, c'est une erreur, par exemple, de calcul. Ou si ça c'est une erreur mineure, pardon, ou ça peut être une fausse idée aussi. Alors, il est possible que l'élève ne comprenne pas bien le système de valeurs de la base 10, etc. Alors, on va aller voir ça plus en détail. La deuxième partie de l'évaluation rapide, c'est là qui est le cœur, c'est que ça nous aide à voir qu'est-ce que l'élève a fait pour résoudre ce problème-là. Alors, dans la colonne de gauche, on va aller voir s'il a procédé par comptage. Alors, souvent, en maternelle 1, 2, 3, les élèves utilisent la stratégie de comptage. Alors, compter à partir de 1 ou compter à partir d'un nombre connu. Ils peuvent aussi commencer à utiliser la pensée additive, alors c'est-à-dire utiliser un fait connu. Donc, s'ils doivent résoudre une addition qu'ils ne connaissent pas, par exemple 8 plus 5, ils ne le savent pas. Mais ils savent que 5 plus 5, ça fait 10, alors ils partent de là. Ou pour 8 plus 5, ils ne savent pas la réponse, mais ils savent que pour arriver à 10, à partir de 8, il en manque 2. Et plus le 3, ça fait 13. Ça s'appelle faire 10. Utiliser les doubles, l'algorithme traditionnel. Et puis, on va aller voir plus tard aussi partitionner et utiliser les droites numériques. Alors, on va aller voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider les élèves. Et c'est la même grille d'évaluation pour la pensée multiplicative parce que juste pour que vous sachiez qu'est-ce qui arrive après, c'est que souvent, les élèves vont continuer à utiliser leur stratégie de pensée additive lorsqu'ils débutent leurs apprentissages, de la multiplication. Alors, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, bien entendu. Ensuite, la dernière partie de l'évaluation rapide, c'est vraiment d'aller voir, parce que parfois on a besoin de poser des questions à l'élève, explique ce que tu as fait, puis est-ce que ta stratégie fonctionnerait toujours, et planifier les prochaines étapes. On va parler de ça ensemble. Donc, allons voir concrètement qu'est-ce qu'on fait avec une évaluation rapide. Alors, j'ai mis seulement la petite partie qui nous indique là, comment l'élève s'y est pris. Alors, supposons qu'on demande à un élève le problème suivant. On lui dit, lundi, l'école commande 8 hot dogs et mardi, elle en commande 7. Combien de hot dogs l'école a-t-elle commandé? Alors, voici comment un élève nous répond. Et puis ensuite, comme ceci pour arriver à sa réponse. Donc, selon vous, et je vais ouvrir les outils, et vous pouvez prendre le crayon à la gauche de votre écran, puis essayer d'aller m'identifier, selon vous, dans la grille d'évaluation, quelle stratégie a employé l'élève pour arriver à cette réponse-là. Alors, allez dans le menu de gauche, vous servir du crayon, ou prenez un objet, puis entourez selon vous, la stratégie qu'il a employée pour résoudre ça. La façon qu'il l'a fait. Donc, par exemple, vous pourriez prendre le crayon, puis vous pourriez me dire, bien, je crois qu'il a utilisé le comptage. Oh, on ne voit pas le crayon. Alors, je ne sais pas... pourquoi est-ce qu'on ne le verrait pas? Je ne vois pas les outils. Ah ben là, ça va mal. Peut-être, Eric, si tu es présent, est-ce que tu saurais pourquoi est-ce qu'il ne le voit pas? Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais
la permission d'utiliser les outils était enlevée pour les participants. D'accord. Ça vous aide pas si je vous donne pas la permission, désolé. Alors, Amélie, tu suggères le comptage, toi aussi, compter. Excellent. Donc, effectivement, cet élève-là a utilisé le comptage pour y arriver. Il a compté en fait à partir de 1. Alors, il n'a pas compté à partir de 8 non plus. Il a vraiment compté à partir de 1. Merci beaucoup. Donc, pardon. Donc, ce qui arrive dans ce cas-là, excusez-moi, si je retourne juste à cette évaluation-là, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que si l'élève a commencé à compter à partir de 1, il y a des bonnes chances que c'est parce qu'il ne soit pas sûr du compte. Donc, il n'a pas fait confiance de partir d'un 8 ou de partir de 7. Donc, ça, c'est quelque chose qui attire notre attention. Et puis, dans nos programmes d'études, les résultats d'apprentissage qui sont en lien avec le fait d'être sûr du compte, ce sont à la maternelle subitisé. Alors, Amélie, tu en parlais tout à l'heure, effectivement. Alors, subitisé, il est dans le programme de la maternelle. Et puis aussi, on l'a en première année de reconnaître quelque chose du premier coup d'œil, de démontrer une compréhension de la notion de comptage et puis la conservation du nombre aussi. Alors, ces 3 résultats d'apprentissage-là nous aident à aider l'élève. Ce sont des buts à atteindre pour aider l'élève à être sûr du compte. Pardon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour l'aider avec ça? Eh bien, on commence par des arrangements familiers. Alors, à la maternelle, on peut certainement faire ça. Alors, on utilise des arrangements familiers, puis on lui demande combien y en a-t-il, comment le sais-tu? Et puis, ensuite, on peut demander à l'élève de les compter. Et puis ensuite, on les déplace. Alors, on a espacé les jetons de chaque côté. Puis, on peut demander à l'élève, toujours en s'assurant qu'il nous regardait, est-ce que j'ai enlevé des jetons ou est-ce que j'en ai ajouté? Alors, normalement, l'élève devrait vous répondre non. Et combien y en a-t-il? Comment le sais-tu? Alors, ça, c'est des façons de l'aider à à être sûr du compte. Alors maintenant, vous pouvez aussi lui demander à lui, l'élève, toi maintenant, déplace les jetons. Alors l'élève va vous les placer d'une façon X. Et puis là, vous pourriez lui demander, est-ce que tu en as enlevé? Est-ce que tu en as ajouté? Alors combien de jetons y a-t-il maintenant? Et là, on commence à donner un petit défi, qu'on commence à lui dire, bien, peux-tu essayer de le trouver combien il y a de jetons sans compter cette fois-ci? Alors, s'il veut compter, on va le laisser compter, mais il faut vraiment l'amener vers ça. Alors, je lui présente des arrangements familiers. Ensuite, je les déplace et je lui demande de me dire s'il y a le même nombre, toujours en m'assurant que je ne fais pas de cachette. Ensuite, je lui demande de déplacer les jetons et je lui demande combien est-ce qu'il y en a. Et ensuite, la prochaine étape, c'est que j'essaie de lui dire, de me dire combien il y a de jetons, mais sans le compter. Alors, s'il y a vraiment besoin de le compter, je le laisse compter parce que je veux vraiment qu'il apprenne à faire confiance au nombre parce que ça va l'aider dans tous ses apprentissages après. Alors, je suis certaine que vous pensez à certains de vos élèves en 2e, 3e année qui peut-être ne font pas confiance au compte et comme ça, c'est très, très, très difficile pour eux de passer à d'autres stratégies que le comptage. Alors, il faut y mettre du temps et puis ça, c'est des façons de procéder pour eux. Alors, commencer avec des arrangements familiers, etc. Ensuite, on peut aller plus loin et puis faire 2 ensembles de jetons égaux, mais disposés autrement. Et puis leur demander quel ensemble en a le plus. Alors, ça aide les élèves, à comprendre que quand on demande lequel ensemble en a le plus, on ne parle pas de la grosseur de l'ensemble ou de l'espace qu'occupe l'ensemble, mais vraiment le nombre de jetons. Alors souvent pour les élèves, une des idées fausses qu'ils ont, c'est que plus que l'ensemble prend de la place, plus qu'il y en a. Alors, c'est important de travailler ça. Alors, on peut travailler ça aussi à la maternelle. Je vais vous montrer des exemples tantôt. Et puis, certainement pour que les élèves, en première année aussi, et puis en 2e, 3e année, les élèves peuvent avoir cette idée fausse-là aussi. Alors, c'est important de travailler ça avec eux. Alors, comment est-ce qu'un élève pourrait résoudre ceci si on lance 2 dés?
eh bien, si on lui demandait combien est-ce qu'il y a de points, ben, c'est fort probable qu'il va compter. Alors, ça, c'est une stratégie de comptage. Et puis, c'est pas mauvais, mais c'est pas efficient pour plus tard. Notre fameux élève qui comptait tout à l'heure, ça aussi, c'est une stratégie de comptage. Alors, pardon. Donc, à la maternelle, je veux vraiment travailler cette idée-là de reconnaître des quantités, des arrangements d'objets, et puis je peux le faire grâce à mes centres. Alors, j'ai mis différentes photos pour montrer des exemples. Alors, c'est pas nécessairement par la feuille de papier et la feuille d'exercice que ça va passer. C'est vraiment avec la manipulation d'objets. Alors, l'élève apprend à disposer des objets de différentes façons pour montrer un ensemble et faire confiance au compte pour ne pas être obligé de le recompter. Alors, ça, c'est quelques exemples pour la maternelle. Est-ce que, je vais passer à des exemples pour première, deuxième et troisième année, mais est-ce que jusqu'à maintenant, peut-être avec le crochet ou prenez le micro, est-ce que ça vous convient? Le rythme, c'est assez rapide, tout va bien de votre côté? Merci Amélie. Excellent. C'est toujours comme ça les webinaires, des fois on a l'impression qu'on se parle toute seule, mais merci beaucoup, je vais vous essayer de vous faire participer un petit peu plus. Donc, comment aider l'élève à aller au-delà du comptage? Eh bien, on peut faire des exercices du style, on lance 2 dés et puis ensuite on cache, on demande lequel des dés, représente la plus grande quantité. Et puis ensuite, on cache le premier dé, puis on lui demande de nous dire combien est-ce qu'il y a de points en tout sur les 2 dés. Alors, les élèves, c'est possible qu'il y en a qui vont commencer, ils vont vous dire qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Alors, il faut vraiment s'assurer qu'ils comprennent qu'on voulait savoir combien est-ce qu'il y avait de points en tout. Certains élèves vont vous demander d'enlever la main pour qu'ils puissent les recompter à partir de 5. Mais il faut vraiment continuer à travailler de cette façon-là. Alors, l'idée de lancer soit des dés ou de tourner 2 cartes, et puis d'en cacher une, et d'identifier laquelle qui en a le plus, la cacher, compter à partir de ce nombre-là pour savoir combien est-ce qu'il y en a d'autres, ça peut facilement devenir une activité que vous faites sous forme d'activité en petits groupes dans la salle de classe. Alors, de cette façon-là, vous pouvez circuler, plutôt que de le faire comme une activité en grand groupe, ça peut se faire en petits groupes avec différents matériels de manipulation, des cartes, des dés, etc. Les élèves peuvent cacher avec leurs mains, ils peuvent cacher avec avec la tapette à mouche, ils peuvent cacher avec du carton, ils peuvent cacher avec toutes sortes d'objets pour essayer de compter à partir d'un nombre. Dans le fond, c'est ça qu'on essaie de faire aussi. Alors, on essaie de les faire partir d'un nombre et de compter le nombre en tout. Alors, c'est encore une stratégie de comptage, mais c'est une difficulté un petit peu plus élevée. On peut aussi proposer aux élèves d'utiliser la droite numérique. Alors, dans ce cas ici, l'élève utilise la droite numérique numérotée et même si c'est une stratégie de comptage, c'est quand même quelque chose de très pertinent à utiliser la droite numérique en 1, 2 et 3 parce que plus tard, rendu en 4, 5, 6, on veut vraiment qu'il soit à l'aise d'utiliser la droite numérique ouverte. Alors, malgré que ça a l'air facile d'utiliser la droite numérique graduée, c'est bien pour plus tard pour qu'il soit capable d'utiliser de façon plus ouverte. On a aussi des élèves qui, avec notre même problème des 8 et 7 hot dogs, qui pourraient résoudre le problème ainsi. Alors, si vous avez un élève qui résout ce problème-là de la façon illustrée en bas, je vais tenter de vous redonner accès aux outils et allez m'entourer, selon vous, d'après l'évaluation rapide dans les 3 catégories. Quelle stratégie a utilisé l'élève qui a répondu en disant, bien, j'ai 8 hot dogs, j'en ai 2 autres, et puis là, ça me fait 10, donc il m'en reste 5, ça me fait 15 hot dogs en tout. Alors, à l'aide des outils, vous avez accès, je suis contente. OK, alors un fait connu. Excellent. Puis je pense qu'on a faire 10 aussi, n'est-ce pas? OK. Excellent. Donc, effectivement, cet élève-là, il est en train de faire preuve de flexibilité.
Faire 10, c'est ma réponse, oui, excellent. Donc, cet élève-là est en train de faire preuve de flexibilité. Alors, il va utiliser, on pourrait dire qu'il utilise un fait connu, ça pourrait être 8 plus 2, qui est le fait connu qui fait 10, ou ça pourrait être la stratégie de faire 10. Alors, il est passé de 8, puis il savait que s'il se rendait à 10, après ça, que ce serait difficile, ce serait plus facile à compter. Alors, je m'en venais à vous parler de la stratégie faire 10, vraiment, qui est une autre stratégie qui est fort utile et assez aidante aussi pour les élèves. Et puis, je parle de faire 10, mais vraiment, avec les plus petits, je peux vous dire la stratégie faire 5, ou je pourrais aussi dire avec les plus vieux, faire 100 ou faire 1000. Alors, c'est vraiment le même principe, là. On appelle 10, mais ça peut être 5, ça peut être 10, ça peut être 100 ou ça peut être 1000. Donc, pour aider les élèves à utiliser la stratégie faire 10, la façon que je peux m'y prendre, c'est que je peux utiliser les fameuses boîtes de 10. Alors, je vais vous montrer un arrangement de jetons et je vais vous le montrer très brièvement. Et puis, je vais vous demander de me dire combien de points il y avait en tout. Alors, vous pouvez utiliser la boîte de clavardage pour me répondre, d'accord? Alors, quand vous êtes prêts, je vais vous les montrer. Oh, pardon. C'était un peu rapide, hein? Je vais recommencer parce que je m'étais trompée dans mon animation aussi. Alors, je vais vous la remontrer. Vous êtes prêtes? Regardez. OK, alors j'ai 13. 13, mon doux, vous êtes mon groupe d'élèves doués, ça y est. Alors oui, effectivement, il y en a 13. Alors, c'est les fameuses boîtes de 10 qui sont quand même assez utiles pour aider les élèves à développer la stratégie de faire 10. Donc, je commence avec des boîtes tout simplement vides et puis ensuite, je propose une addition aux élèves, comme par exemple 9 plus 4. Alors, les élèves me placent 9 plus 4. Et puis ensuite, je leur montre que pour arriver à faire 10, j'en déplace un. Alors, je suis rendue avec 10 plus 3. Et vous allez voir qu'il y a certains élèves qui vont faire ceci aussi. Et ça, c'est pas mal. Sauf qu'habituellement, une des choses qu'on essaie de faire, c'est que notre stratégie soit efficiente, alors le moins de déplacements possible. Alors, mais ça, si l'élève commence à faire ce déplacement-là au début, ce n'est pas très grave, inquiétez-vous pas, mais peut-être qu'à un moment donné, vous voudrez le pousser à avoir une stratégie plus efficiente, alors c'est moins difficile d'en déplacer un que de déplacer les 6 autres. Donc, une des choses qu'on veut faire attention aussi lorsqu'on travaille la stratégie de faire 10, c'est que là, on se trouve à avoir fait 2 représentations d'une addition qui arrive au même résultat et puis on arrive à avoir notre fameuse discussion au sujet du symbole égal. Alors, faites attention lorsque vous allez mentionner ceci aux élèves parce que souvent on utilise le signe égal comme étant un opérateur, on va dire ça donne. Alors, lorsqu'on fait de la manipulation avec les carrés de 10 comme ça, c'est important de dire aux élèves, bien, 9 plus 4, c'est pareil à 10 plus 3. Alors, c'est comme ça qu'on essaie de faire attention à notre expression égale pour que plus tard, ils n'aient pas de la difficulté à comprendre que tout ce qu'on fait, c'est qu'on maintient l'égalité des deux côtés du symbole. Et puis, on pourrait faire la même chose, utiliser la stratégie faire 10 avec des équations comme celle-ci. Alors, mon 29 pourrait devenir 30 et puis peut-être que mon 389 pourrait devenir 390. Alors, la stratégie faire 10, je crois que c'est Corinne qui l'avait mentionné, Julie tout à l'heure, je crois qu'il l'a mentionné. Alors, c'est très utile cette stratégie-là, c'est un outil puissant qui va les suivre longtemps, même avec les plus gros nombres. Regardons maintenant encore notre évaluation rapide, mais cette fois-ci, j'ai pris des chiffres plus grands. Alors, j'ai 218, c'est le même problème, je vais juste changer les chiffres. Donc, j'ai 218 hot dogs le lundi qui sont commandés et 497 le mardi. Donc, voici comment cet élève-là a choisi de répondre à la question. Alors, je vous laisse le regarder un tout petit peu. Et je pense que je vais cacher un petit peu la réponse, mais c'est 200 qui est caché. Et puis, essayez de voir, selon vous, qu'est-ce qu'il a utilisé. Puis, si vous ne voyez pas que c'est dans les choix, vous pouvez l'écrire dans la boîte de clavardage. Qu'est-ce que cet élève-là a fait pour répondre à cette question?
Alors, il m'a dit 200 plus 400 égale 600. OK. Et puis, 18 plus 97 égale 115. Exactement. Alors, j'ai l'impression que vous savez déjà tout ça. Alors, c'est vraiment, cet élève-là a utilisé la stratégie partitionnée par valeur de position. Alors, c'est une stratégie qui est très efficace et qui aide à éviter les erreurs de calcul aussi. Alors, rendu avec des chiffres comme 218 et 497, si l'élève utilise encore des stratégies de comptage, même si c'est compté à partir d'un nombre, ça devient plus efficient, mais c'est pas non plus très efficace parce que je peux faire des erreurs. Donc, il aurait pu utiliser l'effet connu, il aurait pu utiliser faire 10, mais l'algorithme traditionnel aussi, qu'il aurait pu utiliser, ça c'est certain. Puis aussi, il peut utiliser partitionner par valeur de position. Donc, partitionner par valeur de position, ça s'enseigne de la façon suivante. On commence avec les blocs d'abord. Alors, les blocs de base 10. Alors, l'élève peut nous illustrer 23 et puis ensuite 41. Et puis, il pourrait commencer par dire 20 plus 40 égale, me donne 60. Et puis, 3 plus 1 me donne 4. Il aurait pu, ensuite, il faut qu'il ajoute son 60 plus son 4, ça fait 64. Il aurait pu commencer par les unités, ça dérange vraiment pas d'en partitionner. Et puis ensuite, faire les dizaines. Attention, par exemple, pour que les élèves utilisent bien les mots 20 et 40 lorsqu'ils sont rendus dans les dizaines et non pas 2 et 4. Et puis ensuite, ça lui a donné 64 aussi. Donc, on pourrait faire la même chose, partitionner avec 23 et 41. Donc, je pourrais dire que j'ai mes 3 unités plus une unité, alors ça m'en fait 4. Et puis ensuite, je fais attention, je dis que j'ai 20 plus 40 et non pas 2 plus 4 qui me donne 60. Pour ma réponse de 64 aussi. J'aurais pu procéder de l'autre façon. Alors, quand je partitionne, ça ne dérange pas, vraiment, si je commence par les unités ou par les dizaines, parce que là, je ne suis pas en train de faire l'algorithme traditionnel, mais je suis bien en train de partitionner mon nombre. Et partitionner m'aide à résoudre des équations plus complexes aussi, comme on l'a vu dans notre exemple de tout à l'heure. Regardons le cas de cet élève-ci maintenant. Alors, si vous regardez, je vais cacher le 37 et le 51 avec mes outils. Non, je suis correct. Alors, regardez bien, c'est toujours le même problème, mais des chiffres différents. Cette fois-ci, c'est 18 et 37. Regardez ce que l'élève a fait et dites-moi, selon vous, quelle stratégie il a utilisée. Vous pouvez utiliser les outils de dessin ou sinon, vous pouvez aussi écrire dans la boîte de clavardage ou prendre le micro si ça vous tente. OK. Alors, j'ai compté à partir d'un nombre et je vois que Corinne est en train d'écrire. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Ah, c'est correct. Je comprends. Il n'y a pas de souci pour le crayon. Est-ce que vous pourriez regarder attentivement la réponse de l'élève et puis me dire si vous remarquez une anomalie quelconque? Ah oui, alors Amélie, tu remarques qu'il y avait envie d'écrire 50, effectivement, mais il a changé de ligne, donc c'est peut-être pas la meilleure habitude, et puis effectivement, il manque le 47. Alors, ça c'est mon occasion pour dire à cet élève-là, bien c'est super, tu as compté à partir d'un nombre, mais ce n'est pas toujours une stratégie efficace, parce que le 50 que tu as commencé à écrire au bout de la première ligne, alors je ne sais pas si vous l'aviez tous remarqué, mais il y a un 5 ici, là, qui a commencé à écrire. Ben en fait, oui, c'est peut-être... En fait, Amélie, là, pardon, je me rends compte, puis je peux pas l'arranger maintenant, ça doit être moi qui l'ai caché avec mon évaluation rapide, la belle. Je viens juste de me rendre compte de ça. Je crois que c'est une erreur de la madame qui présente.
Mais effectivement, il manque 47, par exemple. Alors, ça, c'est important parce que ça pourrait causer des ennuis dans le futur si c'était une question, par exemple, de soustraction, puis qu'il m'en manquait un, ou si j'avais besoin, par exemple, de savoir combien de groupes. Alors, si ma question en devenait une de multiplication, puis je voulais faire des groupes et qu'il me manque un chiffre, ça va fausser ma réponse. Donc, cet élève-là, je voudrais l'encourager à utiliser les droites numériques ouvertes. Alors, oui, il peut représenter avec la base 10 pour être sûr qu'il comprend ce qu'il fait. Mais ensuite, je vais lui enseigner à tracer une ligne. Et puis, à partir d'un nombre, on va voir qu'il pourrait commencer avec 41 tout à l'heure aussi. Et puis ensuite, ils peuvent utiliser la stratégie de son choix. Alors, tout à l'heure, on parlait que les élèves peuvent posséder plusieurs stratégies, mais c'est certain qu'ils pourraient procéder par un à partir de 23 et puis compter 41 de plus. Mais avec une droite numérique ouverte, on va essayer de l'encourager. Peut-être qu'il peut faire 5, peut-être qu'il peut faire 3. Cet élève-là, on pourrait montrer, qui nous montre, lui, par exemple, a décidé d'utiliser 10. Alors, il va compter 4 fois ses 10 et puis il va ajouter 1. Alors, il aurait pu, comme j'ai dit aussi tout à l'heure, il aurait pu procéder, en fait, je ne l'ai pas dit celui-là, pardon. Alors, il pourrait partir de 23, il pourrait ajouter son 40 et puis ajouter le 1. Il n'y a pas de mauvaise façon d'utiliser la droite numérique. Ou comme j'ai dit, là, c'est vrai que je l'avais dit, il peut commencer avec 41 et puis additionner son 20 et puis ensuite additionner 3. Donc, c'est une droite numérique ouverte, mais c'est super utile pour l'élève de comprendre la valeur de position. Alors, de comprendre que 23 est composé de 20 plus 3. Alors, ce sont vraiment des stratégies qui sont très près l'une de l'autre et sont aussi aidantes pour compléter des additions avec des plus gros chiffres, les droites numériques ouvertes. Je vais passer, par-dessus cette petite vidéo-là, mais je vais vous le montrer tout à l'heure. Tout est disponible sur le site de l'APME. Donc, vous pourriez aller le voir aussi, mais c'est un petit garçon qui utilise la stratégie faire 10 pour trouver qu'est-ce que 12 plus 9 fait. Alors, il décrit, c'est en anglais aussi, alors c'est un peu pour ça que je passe par-dessus, mais essentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez composer vos propres situations problèmes. Alors, sur le site de la PME, il y en a quelques suggestions, et puis moi, aujourd'hui, j'ai utilisé beaucoup celle du hot dog, mais vous pouvez composer vos propres situations problèmes qui sont plus près de la réalité de vos élèves, et puis ensuite, vous pouvez utiliser l'évaluation rapide pour les analyser. À la maternelle, c'est sûr que c'est plus de l'observation. Alors, observez les élèves lorsqu'ils sont dans un centre de mathématiques ouvert, un peu comme on a présenté plus tôt, et puis prenez des notes sur est-ce qu'ils sont sûrs du compte. Alors, comment est-ce qu'ils s'y prennent, est-ce qu'ils doivent recompter, etc. Alors, ça, c'est tous des signes à surveiller pour plus tard. Ensuite, plus les nombres utilisés sont grands, moins la stratégie de comptage devient efficiente. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a pris la peine d'aller voir différentes façons d'arriver à faire autre chose que de compter. Et puis, simplement de vous rappeler que les élèves ne doivent pas maîtriser toutes les stratégies qui sont sur l'évaluation rapide. Alors, si le choix est là, c'est vraiment juste un choix. C'est pas pour dire que, OK, ben si je veux que mon élève ait réussi la pensée additive, je dois aller cocher toutes les boîtes de la pensée additive et là, il va être prêt à passer à la pensée multiplicative. Alors, c'est pas vraiment ça. Ce qui est vraiment important, c'est de se souvenir de ceci. C'est que la stratégie que l'élève utilise, elles doivent être efficientes, efficaces et puis elles doivent être explicables aussi. Sur le site de la PME, il y a des lettres composées pour les parents. Ce sont des lettres qui sont écrites là, pour la maternelle à la 6e année. Donc, c'est peut-être des choses plus faciles à envoyer dans le circulaire de l'école, mais vous pourriez toujours l'utiliser si c'est quelque chose qui vous convient. Alors, c'est à votre choix, mais ça explique un petit peu qu'est-ce que c'est la pensée additive puis comment les parents pourraient aider à la maison avec ça. Et puis, comme promis, je vous amène au site de la PME.
Alors, il y a le site de la PME qui est partagé par tous les consortiums provinciaux, mais puisque vous enseignez dans les écoles francophones, c'est peut-être plus facile pour vous d'y avoir accès à partir du site de E-Formation. Alors, je vais mettre le lien ici dans la boîte de clavardage. Alors, pour aller avoir accès au site de la PME à partir de E-Formation. Vous y trouverez là toutes les présentations qu'on a faites, toutes les ressources, les activités, les lettres aux parents, les petites vidéos, l'évaluation rapide en format Word pour que vous puissiez la modifier. Et si jamais vous ne trouvez pas quelque chose, eh bien, ces webinaires-là sont une bonne façon. Oui, ça nous amène directement... je ne sais pas pourquoi mon adresse est comme ça. Eric remplace comme ça. Alors, j'utiliserai celle d'Eric. Ce que je voulais dire, pardon, c'était que je suis vraiment votre nouveau contact aussi pour la PME. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a quelque chose que vous n'êtes pas capable de retrouver, vous pouvez toujours communiquer avec moi. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on s'est concentré sur le contenu des opérations, addition et soustraction. C'est là que les choses sont. Et comme j'ai mentionné, la PME, c'est le résultat d'une collaboration avec tous les consortiums de la province, alors pas seulement le consortium francophone. Et puis, simplement pour vous dire que ce qu'on a parlé aujourd'hui de l'évaluation rapide, alors de vous encourager à utiliser l'évaluation rapide à partir de situations de problèmes que vous avez soit pris du site web ou créé vous-même, c'est aussi intéressant parce qu'il y a un concours qui existe sur le site de la PME. Et puis, vous pouvez en fait utiliser une évaluation rapide avec la situation problème de votre choix. Et puis ensuite, vous n'avez qu'à... grouillez pas, j'ai pas copié le bon lien, puis pardon, ça me fait perdre le fil de ma pensée. Donc, si vous utilisez l'évaluation rapide avec vos élèves et que vous décidez de les analyser, vous pouvez les soumettre et puis vous courez la chance de gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 $ chez un commerçant de votre choix. Là. Il y a des choix qu'on peut vous offrir. Voici, ça c'est le lien pour le formulaire de participation. Et puis les détails du concours, je vais vous mettre le lien aussi. Et puis nous, ce qu'on fait, c'est que lorsque vous soumettez vos feuilles, eh bien, on s'assure d'enlever le nom de vos élèves, d'enlever l'école. Ils n'ont fait aucune allusion là on n'a pas de moyen d'identifier que les choses viennent de vous, mais vous rentrez, vous avez la chance de gagner une carte cadeau et vous pouvez participer à chaque mois si vous voulez. si vous êtes vraiment là très, très, très contente de cette évaluation rapide-là, vous pouvez participer à tous les mois. Et jusqu'à date, en tout cas, le concours n'a pas de date d'expiration. Je crois que ça va aller jusqu'à la fin de l'année. Alors, je vous encourage fortement à le faire. Si vous avez décidé de faire si vous avez décidé d'utiliser l'évaluation rapide, avec vos élèves et puis que vous aimeriez avoir des suggestions ou avoir de la rétroaction, ça me ferait plaisir aussi de regarder ça avec vous si ça vous intéresse. Et à ce moment ici, j'ouvrirai peut-être le micro pour vous demander si vous aviez des questions ou s'il y a quelque chose sur lequel je suis passée un peu trop vite. Je vois qu'on est rendu à 43 minutes. Ah oui, ça n'a pas fait un lien, alors je vais recommencer. Alors, je vais aussi vous mettre le lien de l'évaluation dans la boîte de clavardage. C'est pas un lien. Alors, je vais recommencer. OK, alors je vais aller chercher mon lien. Donnez-moi une seconde, pardon. Je vais aller chercher le lien à l'évaluation. Donnez-moi une toute petite seconde et puis je vais arriver là. Ça sera pas long. Les formations de janvier. J'avais tout préparé ça pour vous, puis évidemment, ça fonctionne pas à mon goût. Alors, laissez-moi aller vous la rechercher. Je vais chercher mon évaluation du 25 pour la maternelle, la 3e année, à 13 heures. OK.
Ça devrait y aller cette fois-ci. Alors, je vais la déposer dans la boîte de clavardage et ça fonctionne toujours pas. Alors, je sais pas, Eric, je prends un lien, je fais copier-coller. Je vais essayer d'y aller à partir du site web. Ça va peut-être fonctionner. Voilà. Succès. Alors, merci Amélie. Je vois que tu n'avais pas d'autres commentaires ou d'autres suggestions. Maintenant que j'ai fini de chercher partout pour le lien de l'évaluation, vous êtes les bienvenus à prendre la parole ou à écrire si vous aviez quoi que ce soit à ajouter ou à mentionner, en espérant que ça vous a convenu comme contenu. Je vois que Corinne est en train d'écrire. Merci beaucoup. Et merci de remplir l'évaluation aussi. Si vous préférez remplir l'évaluation, ça va m'aider à améliorer les formations à venir aussi. Alors, c'est tout à fait utile. Oui, Marie-Josée. Oui! J'avais une question, commentaire. Oui. On en a brièvement parlé tantôt. Là, je sais que c'était pas directement ça la formation, mais tu sais, souvent on demande aux enfants avec le nouveau programme, comment tu le sais, comment oui, c'est souvent comme ça. Comment tu le sais que c'est ça ta réponse? Là? Puis je trouve que les enfants qui ont soit en bas âge ou qui ont peu de vocabulaire en français, c'est souvent difficile à répondre. Fait que je ne sais pas s'il y a des stratégies, comment est-ce qu'on peut travailler ces questions ouvertes-là. Hein? Oui, alors, puis c'est super important ces questions ouvertes-là parce que l'élève, il doit être capable de nous verbaliser pourquoi est-ce que ça a fonctionné. Mais comme tu le sais sûrement, une des stratégies, ça serait de le faire avec du matériel de manipulation, alors qui puisse s'aider avec cette aide visuelle-là, de déplacer ses jetons ou de déplacer ses blocs. Probablement de multiplier les occasions pour eux de faire ça avec un partenaire. Alors, toi, tu peux modeler une façon de verbaliser la stratégie et puis ensuite, tu places les élèves 2 par 2 puis tu leur donnes des occasions, puis peut-être qu'un élève peut venir le modeler aussi. Il faut vraiment qu'ils s'approprient le vocabulaire. Alors, toi, quand tu vas les mettre au travail, soit parce qu'ils vont faire un jeu ou qu'ils vont travailler en équipe, tu vas vouloir vraiment t'assurer qu'ils vont communiquer avec des phrases complètes. Alors, il va falloir qu'on s'attende à ça. Puis, tu vas vouloir aussi t'assurer qu'ils utilisent les mots que tu as besoin qu'ils utilisent. Alors, bien, j'ai commencé par... Alors, il faut vraiment... Ça fait vraiment un enseignement explicite du vocabulaire aussi en même temps, Corinne, parce que sinon, notre premier réflexe, c'est que, ouf, je vais sauter cette phrase-là parce qu'ils seront pas capables de répondre. Puis, on voit avec l'examen de 3e année, en début d'année, à quel point la communication en mathématiques est super importante. Je t'encouragerais aussi à utiliser les journaux de mathématiques avec les élèves. Alors, c'est une façon non menaçante pour eux de verbaliser qu'est-ce qu'ils pensent. Alors, par exemple, tu peux poser des questions ouvertes comme « Dis-moi tout ce que tu sais sur le chiffre 10 ». Alors là, ils vont te faire 10 doigts, ils vont te dessiner 10 petits bonhommes allumettes, etc. Puis là, tu les aides vraiment à ouvrir un peu ça. L'idée de « explique-moi comment tu le sais » ou « explique ton raisonnement », c'est que c'est tellement ouvert que les élèves ont l'habitude que tu t'attends à une réponse. Donc, ils sont très méfiants. Ils sont très méfiants par rapport à ça. Donc, le journal mathématique, c'est pas menaçant pour eux. Alors, c'est une bonne façon de procéder aussi. Alors, dis-moi tout ce que tu sais sur 10. Est-ce que 15, c'est beaucoup? Alors, il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Alors, tu ouvres un peu l'activité de cette façon-là. Alors, je ne sais pas si ça t'aide un peu, mais je pense qu'il n'y a pas un moyen unique, mais de leur donner des occasions en petits groupes de faire ça de façon non menaçante, donner accès au matériel de manipulation, puis vraiment y aller avec des questions ouvertes dans un journal de mathématiques, ça aide beaucoup aussi. Puis planifier l'enseignement du vocabulaire nécessaire. Ça, on n'a pas le choix, on passe pas à côté. On n'est pas en français, on est en maths, mais il faut qu'on enseigne comment utiliser le vocabulaire qu'on s'attend. OK, merci. Oh, de rien. Tu n'es pas la seule.
OK. Et puis, merci beaucoup, Julie. Puis, je vois, pardon, Corinne, la question par rapport à subitiser. Mais subitiser, vraiment, c'est qu'il faudrait reprendre les premières étapes qu'on a vues au tout début du webinaire. Et puis, c'est vraiment de demander à l'élève de reconnaître des arrangements connus. Alors, l'élève qui n'arrive pas à subitiser en deuxième année, tu as raison de t'inquiéter parce qu'il ne fait pas confiance au compte. Alors, il va vouloir toujours recompter à partir de 1. Alors, de faire des activités à partir d'arrangements connus, avec les dés, avec les cartes. Alors, si ça se fait sous forme de jeu, c'est très utile. Et c'est vraiment, après ça, toi, avec un questionnement ciblé, de dire, OK, il y a combien de jetons sur ça? OK, maintenant, si je les déplace, il y en a combien? Et ça peut être quelque chose qui peut peut-être être fait à la maison aussi. Alors, ils peuvent jouer un petit jeu de dés avant le souper, on brasse les dés, il y en a combien, etc. Les parents peuvent aider à la maison avec ça. Mais vraiment, c'est plate pour lui, mais il a besoin de travailler ça avant de pouvoir passer à autre chose, parce que s'il fait pas confiance au compte, il va peut-être s'en sortir pour sa deuxième année, mais en troisième année, lorsqu'on va rentrer dans les plus grands chiffres, il va trouver ça de plus en plus pénible. Alors, essaie de reculer avec les arrangements de dés et puis des choses comme ça pour voir si ça aiderait cet élève-là. OK, oui. Alors, il est toujours possible de décloisonner, c'est ça, s'il y a quelque chose de possible de ce côté-là, pour voir où vraiment décloisonner, c'est bien, c'est une très bonne idée. Puis, ce que j'aime de décloisonner, c'est que les enseignants, ils sont vraiment attentifs aux besoins, puis ils travaillent tous ensemble à ce que les élèves progressent. Et puis, sinon, ça peut se faire sous forme de petits centres. Alors, il y a des variantes. Alors, il y en a un que c'est juste de brasser les dés et puis de le reconnaître. Puis peut-être qu'il peut compléter un petit graphique pour nous aider à garder le compte, là, tu sais, comme s'il roule des dés puis il n'y a rien à faire après. Peut-être qu'il peut faire un petit graphique, quoi que ce soit. Mais oui, effectivement, c'est une bonne idée. Puis c'est une bonne façon de s'asseoir tous ensemble et puis de travailler à améliorer là, les compétences des élèves, effectivement. Mais définitivement à travailler en deuxième année subitiser. On ne veut pas que ça reste comme ça parce que ça va traîner. Alors, j'espère que ça a répondu à vos questions. Je sais qu'il en reste sûrement des questions, mais vous êtes les bienvenus à m'écrire aussi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je voudrais pas vous garder trop longtemps. Ça fait déjà 52 minutes qu'on a commencé. Alors, je vais en profiter pour vous remercier. Merci d'aller compléter l'évaluation de la session. Et puis, à une prochaine fois. Il y en a d'autres à venir, mais le webinaire de l'égalité, c'est peut-être celui-là que vous aimeriez aussi, celle qui enseigne aux plus jeunes. C'est sûr que le webinaire sur la multiplication, c'est pas pertinent, mais il y a celui-là sur l'égalité qui pourrait peut-être être quelque chose d'intéressant pour vous. Et puis sinon, merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir pris le temps et puis une excellente fin de la journée à vous autres.